Bonjour Philippe Juvin. Bonjour. Vous êtes député LR et puis vous êtes aussi chef de service des urgences de l'hôpital Pompidou à Paris. Est-ce que vous avez regardé Emmanuel Macron hier et qu'en avez-vous pensé globalement ? Écoutez, si sur la fin de vie, puisque c'est le sujet qui nous rassemble tous les deux aujourd'hui, si la question c'est est-ce que moi je ne veux pas souffrir à la fin de ma vie. La question qui est posée aux Français souvent, c'est de leur dire est-ce que vous voulez des solutions pour ne pas souffrir en fin de vie. Personne ne veut souffrir en fin de vie. Enfin, la question qui est posée, elle n'est pas là. La question elle est posée, c'est la légalisation d'un dispositif pour donner la mort sans garde-fou. Oui. Hier, il a envisagé, il a dit si le débat s'enlise, peut-être un recours au référendum. Bonne, mauvaise idée, Philippe Juvin ? Enfin, c'est un sujet tellement complexe que je ne suis pas certain que le référendum soit le bon outil pour répondre à cette question. Moi, je vais vous dire, dans cette affaire, je vais essayer de vous montrer en quoi je trouve que le sujet est complexe. Moi, je suis médecin. On m'aurait dit qu'on allait travailler à la légalisation d'une exception d'euthanasie dans des situations extrêmement rares, exceptionnelles, en tête-à-tête avec le patient, quand il n'y a pas d'autre solution. Pourquoi ne pas en parler ? Mais là, on est sur tout à fait autre chose. Là, on est sur un dispositif qui va s'appliquer à des gens qui ont plusieurs années à vivre. Et ça, c'est un élément de fond. Ce n'est pas une loi sur la fin de vie. C'est une loi qui va s'intéresser, y compris à des gens qui ont plusieurs années à vivre, avec des critères extrêmement flous, avec une procédure assez expéditive, 0 à 17 jours pour prendre la décision. En fait, le médecin aura 15 jours pour décider si oui ou non il accède à votre demande, et ensuite, vous aurez 48 heures à minima pour réfléchir. Et en réalité, peut-être moins, puisque vous pouvez décider que ces 48 heures disparaissent à 0 si le médecin et vous-même êtes d'accord. Donc on est sur des procédures très expéditives. Dans l'Oregon, où il y a une loi depuis quelques années, on peut vous forcer, entre guillemets, à réfléchir 90 jours. 90 jours. Et puis nous savons, les médecins, que la demande de mort, elle est très fluctuante. Oui. Il y a des gens qui veulent mourir un jour, qui ne veulent pas mourir un autre. Au fond, moi, mon expérience me montre quoi ? C'est ce que j'allais vous poser. Ouais, elle me montre que quand il y a des demandes de mort, en fait, elles disparaissent quand vous apportez des réponses. Oui. Pourquoi les gens, parfois, pas aussi fréquemment que ça, mais demandent à mourir, c'est qu'ils sont seuls, ils ont des difficultés avec leur entourage, ils ont des souffrances, pas seulement physiques, psychologiques, ils ont un sentiment d'être une charge, et puis ne vous faites aucune illusion. C'est une loi qui est votée par des gens qui sont plutôt riches et bien éduqués et qui sont très entourés socialement, et qui va plutôt s'appliquer à des gens qui sont seuls, qui n'ont pas de réseau social, d'amis à qui demander de l'aide, de parents disponibles et qui ont peu d'argent. Donc c'est une loi qui va essentiellement s'appliquer aux pauvres. Dans l'Ontario, c'est 40% des gens qui demandent l'euthanasie expriment qu'ils ne veulent pas être une charge pour leur entourage, y compris une charge matérielle. Donc on voit bien qu'on est dans une situation où on va essentiellement s'intéresser à des gens qui n'ont pas de moyens d'avoir des réponses. Il y a un chiffre qui avait été donné par les gens de soins palliatifs. Quand on entre en unité de soins palliatifs, 3% des gens demandent l'euthanasie le premier jour. 7 jours plus tard, ils ne sont plus que 0,3%. Qu'est-ce qui s'est passé en 7 jours ? Qu'est-ce qui s'est passé justement ? On a apporté des réponses. Et on a apporté des réponses à leurs demandes, mais à leurs demandes et aux demandes de la famille aussi. Parce que vous avez aussi des gens qui demandent l'euthanasie parce que leur aidant est fatigué, est usé. C'est très fatigant d'accompagner un malade. Quelle réponse ? Ça peut être des réponses lutte contre la douleur, j'ai mal, je n'ai plus mal, une détresse psychologique, un syndrome dépressif, une anxiété, la peur de savoir comment ça va se passer ou pas se passer. En fait, les demandes, elles sont multifactorielles, mais surtout, elles sont variables. Or, avec ce fameux délai d'ultime réflexion de 48 heures, voire moins, comment voulez-vous avoir le temps de réfléchir ? On est dans une procédure expéditive. Vous voulez dire que ça enferme aussi le... Alors, il y a ça aussi, vous avez raison. C'est ça ? Moi, j'ai un exemple quand même d'une personne qu'on m'a raconté, qui milite dans une association pour le suicide assisté, l'euthanasie, et qui ne voulait pas y aller. Et au dernier moment, qui a consulté son oncologue, son cancérologue, en disant « Écoutez, j'ai rendez-vous dans 48 heures, je ne veux pas y aller. » Et alors, n'y allez pas. Eh bien, le gars a dit, mais vous n'y pensez pas, toute ma vie a été construite autour de ça, j'ai pris l'engagement, tout le monde est au courant, et finalement il y est allé.
Donc, la loi va créer une pression supplémentaire, à la fois sur les patients eux-mêmes, oui, sur leur entourage, et puis sur tout un tas de gens qui ne sont pas concernés au jour, mais qui vont se dire, finalement, je suis un poids, et potentiellement, il y a une solution. Vous pensez à quel genre de profil de malade qui pourrait s'envisager ? Un quart des gens, aujourd'hui en France, meurent en EHPAD. Un quart de la population décède dans un EHPAD. Je ne sais pas si vous savez comment ça se passe dans une EHPAD, mais dans les EHPAD, les soignants, les infirmières, les aides-soignantes surtout, sont en faible nombre. C'est un travail très exigeant physiquement. Je ne suis pas certain que tout le monde soit lavé tous les jours. Je ne suis pas certain que les médicaments arrivent vraiment à l'heure tous les jours. Tout simplement parce que la charge de travail est immense. Et qu'il n'y a pas assez de personnel, on le sait malheureusement. Est-ce que vous ne croyez pas qu'effectivement, quand on n'a pas les aides matérielles, les aides humaines, la fin de vie est plus difficile. J'ai dit ça dans l'hémicycle pour que les gens comprennent, mais quand vous êtes grabataire dans un lit et que vous ne pouvez pas vous lever, vous sentez, pardon des détails, mais vous sentez la sueur, vous baignez dans l'urine, vous baignez dans les selles, tout ça est très peu ragoûtant. Quand vous êtes riche et qu'il y a 24 heures sur 24 quelqu'un qui est à côté de vous pour vous laver, ça peut aller, oui. Mais si l'infirmière, parce que vous êtes pauvre, ne passe qu'une fois par jour, et que pendant la majorité de votre temps, vous êtes dans un inconfort, oui, ça peut donner des envies de mort. Je rencontrais une dame qui est handicapée et qui me disait, moi, l'infirmière vient une fois par jour et elle me couche à 17h, parce qu'elle doit faire son tour. Elle envoie un patient à 17, à 18, à 19. Donc moi, je suis le patient de 17h. Donc à 17h, je suis au lit. Elle me disait, mais comprenez ce qu'est mon confort de vie. C'est pas une vie que nous accepterions. Vous voulez dire que, faute de moyens, les patients, les malades sont mis dans des situations qui, de fait, les font envisager... C'est ça le risque. Une de mes vraies préoccupations, compte tenu de la très grande paupérisation du système de santé, mais au-delà aussi du système médico-social, des aides humaines et matérielles, ma préoccupation, c'est que des gens, en fait, par défaut, demandent l'euthanasie parce qu'ils n'ont pas accès à des soins de bon niveau. Et souvent, on dit, oui, mais on va développer les soins palliatifs. C'est ce que j'allais vous dire, parce qu'il y a cette deuxième loi, Philippe Juvin. Bien sûr, mais c'est une loi d'abord qui, vous savez, un Français sur deux aujourd'hui qui ont besoin de soins palliatifs meurt sans avoir eu accès aux soins palliatifs. Donc le temps qu'on y arrive, c'est 10 ou 15 ans. Pourquoi ? Parce que même si vous aviez des milliards à mettre sur la table que nous n'avons pas, de toute façon, nous n'avons pas le personnel. Donc, il faut former les gens, etc., etc. Donc cette loi, elle ne va rien résoudre immédiatement. Et si elle prend un engagement de financement sur 10 ans, vous savez comme moi que les financements sont votés chaque année. Et alors qu'on ne sait même pas quel sera le budget de la France dans 10 mois, vous imaginez pas qu'on sait ce qu'est le budget dans 10 ans. Mais même si demain vous avez des soins palliatifs, et ça ne sera pas avant 15 ans, je pense, à bon niveau, ça ne suffit pas. Il n'y a pas que les soins palliatifs. Quand je vous disais la personne qui passe dans l'EHPAD pour vous laver, c'est pas du soin palliatif, c'est du soin tout court. En fait, nous avons une telle dégradation de notre système de soins et de prise en compte de l'autre que des gens, par inconfort, par défaut, par désespoir, risquent de choisir les soins palliatifs, l'euthanasie, parce que en fait, ça sera plus rapide. C'est ça qui est paradoxal. Quand vous avez très très mal et que vous voulez une consultation de la douleur en France, vous savez combien de temps il faut pour avoir une consultation de la douleur ? 2 à 9 mois. 2 à 9 mois. Selon les territoires, bien sûr. Et combien de temps faudra-t-il pour obtenir l'euthanasie ? 0 à 17 jours. Donc, cette idée que légaliser l'euthanasie alors qu'on a un système de soins qui s'écroule devrait tous nous alerter sur les risques, en fait. Et puis là-dessus, vous avez la pression sociale, bien sûr. À quoi je sers ? Vous n'avez jamais entendu quelqu'un d'âgé vous dire « Ah, mais je suis une charge, je suis devenu une charge ». On a tous entendu ça. Bien sûr. Voilà. Mais là, la nouveauté, c'est qu'il y aura une solution. Et donc tout ça crée des conditions qui font que on pense que ça va être très limité. En réalité, comme dans tous les pays voisins, ça va s'élargir très rapidement. Et il y aura beaucoup plus de monde que vous ne le pensez. Donc voilà, mon inquiétude est là. Après, on peut se poser des questions philosophiques. Il y en a une que je me pose, moi. Donner la mort, c'est un principe, c'est une interdiction absolue dans toutes les sociétés. Vous n'êtes pas médecin pour donner la mort. Absolument. Vous avez prêté serment. Et donc l'idée qu'à un principe absolu, on puisse trouver quelques exceptions, même soi-disant raisonnables, et elles ne le sont pas, ça ouvre la possibilité à ce que d'autres demain trouvent d'autres exceptions. Moi, je suis médecin et je ne veux pas que quand je rentre dans une chambre, en blouse blanche, il y ait quelqu'un
le patient qui me voit ait à se poser la question de la raison de ma venue. Vous voyez, le médecin, il est là pour soigner, pour soulager. Et encore une fois, ne croyez pas que c'est une incantation. L'expérience montre que quand on apporte des solutions aux gens, quand on les soulage, y compris psychologiquement, quand ils sont pris en charge, quand ils sont lavés, quand les souffrances physiques, psychologiques. On les met pas au lit à 17h, quand ils ont une toilette, quand ils sont entourés, eh bien les demandes d'euthanasie disparaissent. Et donc, la question, c'est quelle société vous voulez ? Vous voulez une société du soin, telle que je viens de la décrire, ou une société où, au fond, pour régler, entre guillemets, la question, eh bien, on va vers l'euthanasie. Alors, ils vont vous dire, c'est une société, en réalité, de la liberté. Chacun fait ce... C'est effectivement la mention, la liberté qui est mise en avant par les partisans. Mais d'abord, on n'est pas libre. La liberté absolue, c'est une illusion. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas seul dans la société. Et puis surtout, est-ce que vous croyez qu'on est libre quand on est, par exemple, on souffre de dépression ? Oui, quand on est diminué. De dépression. Les psychiatres savent que non. On n'est pas libre. Est-ce qu'on est libre quand on est pauvre et qu'on n'a pas la possibilité de se payer l'ordinateur à reconnaissance de la paupière ou le fauteuil roulant électrique? Non, bien entendu. En fait, cette notion de liberté, je l'ai dit à mes collègues de gauche, à une époque, la gauche française, école marxiste, savait faire la différence entre les libertés réelles et les libertés formelles. Et là, on crée une liberté qui est très formelle, parce qu'en fait, les pauvres, ils ne sont pas, je suis désolé, ils ne sont pas aussi libres que les gens qui sont entourés et riches. Dans quelle ambiance a démarré les débats qui ont démarré lundi et comment votre parti va voter? Est-ce qu'il y a une consigne de vote d'ailleurs? Non, c'est un sujet tellement intime que chaque parti a donné la liberté de vote. Très majoritairement chez les Républicains, nous nous opposerons au texte. Pourquoi ? Parce que nous pensons qu'en fait, les critères stricts ne sont pas stricts. Nous pensons qu'il y a une fausse collégialité. Vous vous rendez compte qu'on ne verra même pas un psychiatre ? La moindre des choses, quand quelqu'un vous dit « je veux me suicider », quand même, on fait le point avec un psychiatre. Là, ça ne sera pas le cas. Donc, il n'y a pas de critères stricts et ça va s'appliquer à des gens qui ont potentiellement plusieurs années à vivre. Et enfin, vous avez peut-être vu, mais dans cette loi, il y a quelque chose qui est très révélateur. C'est qu'au moment, une fois que le décès aura eu lieu, le décès par euthanasie ou par suicide assisté, il faudra cocher sur le certificat de décès mort naturelle. Mort naturelle. Mais il n'y a rien de moins naturel que d'administrer un médicament qui provoque la mort. Donc, la difficulté du débat, c'est que j'ai l'impression parfois que mes collègues ne voient pas ce qu'ils voient. Vous voyez, je leur dis, voilà, ma veste est bleue. Regardez, elle est bleue. Et certains me disent, mais pas du tout, elle est blanche. Est-ce que vous en avez invité certains à venir visiter vos services? Est-ce qu'ils sont venus? Certains sont venus, certains... Est-ce que certains ont changé d'avis après avoir été... Assez peu, parce que trop de députés continuent à penser qu'il y a dans la loi ce qu'il n'y a pas, en particulier un encadrement strict. Il n'y a pas d'encadrement strict. Délai très court, très peu de collégialité... Et ce n'est pas une loi sur la fin de vie, c'est une loi qui s'ouvre, y compris à des gens qui potentiellement ont plusieurs années à vivre. Tout cela fait qu'il y a un peu de travail de pédagogie. Quelques années à vivre parce que vous dites que, par exemple, concrètement, c'est-à-dire, j'ai un cancer du sein, par exemple. Un cancer du sein avec des métastases osseuses d'emblée. Oui. Aujourd'hui, avec certaines immunothérapies, des femmes ont des espérances de vie de plusieurs années. Plusieurs années. Ce qui n'était pas le cas il y a encore 5 ou 6 ans. Il y a des révolutions qui se passent. Plusieurs années. Elles ont une maladie qui répond à tous les critères de la loi, maladie grave, incurable, en phase avancée, puisqu'elles ont des métastases. Et pour peu, il faut évidemment qu'elles expriment une douleur insupportable, mais pas simplement une douleur physique, ça peut être uniquement une douleur psychologique, c'est-à-dire très subjectif. Eh bien, elles entrent dans les critères de la loi. Donc vous voyez bien qu'on a des gens qui ont plusieurs années à vivre et qui potentiellement seront touchés par la loi. La loi Leonetti permet aujourd'hui, sur les gens qui sont en fin de vie, de répondre à la quasi-totalité. Moi, je ne connais pas de... Donc il faudrait rester pour vous sur la loi clé... Il faudrait surtout renforcer le soin. Aujourd'hui, on meurt mal en France. C'est ça la vérité. Et probablement, c'est parce qu'on meurt mal que les gens se disent « Ah bah oui, c'est plus possible, il faut accélérer les choses » et c'est pour ça que cette loi prospère. Merci Philippe Juvin d'avoir été avec nous et de nous avoir donné votre point de vue sur ce projet de loi.